La créature marche en portant les mains au-dessus de sa tête comme si on la dévalisait. Cette chose ne faisait certainement pas partie des cryptides. Il était simplement là, debout, avec ses grands yeux rouges. Malheureusement, les petites créatures ont à ce moment-là disparu. En 1967, en Virginie-Occidentale, un pont s'effondre, tuant 46 personnes. Un être étrange a pourtant tenté d'avertir les citoyens par télépathie. En 1977, 3 jeunes jurent avoir aperçu pendant 1 ou 2 secondes une petite créature nue le long d'une route. Fabulation ou vraie rencontre. En 1955, une famille en panique se rend au bureau du shérif d'Hopkinsville pour se plaindre de la plus effroyable évasion de domicile. Ces êtres venus d'ailleurs, à dossier mystère. Les monstres, depuis l'Antiquité, ils incarnent par leur visage difforme les aspects les plus sombres de l'humanité et éveillent nos peurs les plus irraisonnées. La réalité n'est peut-être pas si loin de la mythologie. Ils sont nombreux les témoins qui affirment s'être retrouvés face à face avec de telles chimères. Il est un peu plus de 19 heures. Au volant de sa voiture, Woodrow Derenberger rentre chez lui à Mineral Wells. Soudain, Derenberger voit apparaître devant lui un étrange engin volant. L'OVNI s'immobilise bientôt à quelques centimètres au-dessus de la chaussée. Une porte s'ouvre sur le côté et un homme en descend. Il s'approche du véhicule de Derenberger qui s'est arrêté en apercevant l'engin. L'étranger se dirige du côté chauffeur et s'adresse au quinquagénaire. Il ne parle pas à voix haute, mais son interlocuteur entend ces mots comme si l'inconnu les transmettait directement dans son esprit. N'ayez pas peur, nous ne vous voulons aucun mal. Je m'appelle Indrid Cold. Il lui explique qu'il est un extraterrestre venu de la planète Lanulos, dans la galaxie de Ganymède. Il annonce que des changements sont imminents. Quelque chose se prépare. Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Le 15 novembre 1966, 13 jours après la première rencontre entre Indrid Cold et Woodrow Derenberger, 2 jeunes couples de Point Pleasant, à 70 km au sud de Mineral Wells, engagent leur Chevy 57 sur l'ancien site du dépôt TNT, des bâtiments maintenant désaffectés et utilisés jadis comme entrepôt pour des explosifs. Dans les années 60, à l'époque des observations du Mothman, la zone de TNT n'était qu'un dépôt de munitions, vacant et abandonné. Durant la Seconde Guerre mondiale, c'est là qu'on fabriquait des bombes et du TNT dans le cadre de nos efforts de guerre. À la fin de la guerre, le gouvernement s'est tout simplement retiré, en laissant tout en place. Durant les années 60, c'est là que les adolescents se rencontraient pour faire des courses d'accélération, rencontrer leurs copains, des trucs comme ça. C'était assez loin des limites de la ville pour que le chef de la police ne les embête pas. Il est 23h30 et l'endroit est complètement désert à cette heure tardive. Soudain, tous aperçoivent une créature de haute stature qui se dissimule derrière les buissons. La chose a de quoi effrayer. Éclairée uniquement par la lumière des phares, la créature fait 2 mètres de haut. Dans la région, il y a eu plusieurs douzaines de rapports décrivant un grand homme volant, noir, gris ou brun foncé. Et la description la plus fréquente était la grande envergure de ses ailes et ses yeux rouges illuminés. Mais ce qui frappe surtout les témoins, ce sont ses yeux. 2 globes rouges, sans paupières, comme des réflecteurs. Des yeux brillants qui transpercent, comme s'ils jouissaient d'un pouvoir hypnotique, diront plus tard les témoins.
Tout de suite après cette rencontre avec la créature ou l'oiseau géant, les deux couples sont revenus vers la ville, se sont arrêtés à l'un des restaurants locaux qu'ils avaient l'habitude de fréquenter et ont raconté au propriétaire ce qui venait de leur arriver, parce qu'ils le connaissaient bien et avaient confiance en lui. Celui-ci a immédiatement informé le bureau du shérif, ce qui a entraîné une série d'enquêtes et de patrouilles dans la région de TNT. Lorsque Roger Scarberry, Steve Mallette et leur compagne Linda et Mary se présentent au bureau du shérif du comté de Mason, c'est le constable Millard Halstead qui les accueille. En les voyant débarquer, il n'a aucun doute sur leur bonne foi. Il connaît ces jeunes et sait qu'ils ne sont pas du genre à monter des canulards. Ils ne sont visiblement pas intoxiqués et leur agitation témoigne qu'ils ont bel et bien vu quelque chose d'effrayant. Après avoir écouté leur récit, Halstead convainc Roger Scarberry de le conduire jusqu'au dépôt TNT. Le jeune homme est réticent, mais accepte à condition de ne pas avoir à entrer sur le site. À bord d'une autopatrouille, le policier suit donc Scarberry jusqu'au théâtre de cette incroyable rencontre. Sur place, les lieux sont déserts. Quoique les jeunes aient vu, cela a disparu. Le policier circule entre les bâtiments, éclairant chaque coin sombre avec sa lampe torche. Mais nulle part, il ne voit cette mystérieuse créature ailée. Pendant ce temps, à Point Pleasant, Linda Scarberry se rend chez son amie Doris DeWeese, à qui elle raconte en détail son incroyable aventure. Elle a raconté qu'elle avait vu le Mothman. Bien sûr, moi, je ne l'ai pas vu, mais elle, oui. Et elle était complètement terrorisée. On a dû appeler un médecin afin qu'il lui donne une dose d'un médicament pour la calmer, parce qu'elle était hystérique. L'histoire de cette rencontre singulière s'est répandue comme une traînée de poudre. S'inspirant du personnage de Batman, le rédacteur en chef d'un journal local, en quête d'un nom accrocheur, surnomme la créature le Mothman, l'homme phalène. En apprenant ces apparitions de créatures ou d'oiseaux, le public a immédiatement manifesté sa curiosité. Les gens manifestaient un peu d'appréhension, mais ils étaient surtout curieux, désireux d'apercevoir la créature par eux-mêmes. Tous les soirs, ils conduisaient jusqu'au site TNT et parcouraient des kilomètres en voiture. C'était comme une sorte de chasse à la Frankenstein. Ils avaient entendu parler de ça aux nouvelles ou à la télé, et ils voulaient en apercevoir un petit bout par eux-mêmes. À moins d'1 kilomètre de là, Monsieur et Madame Raymond Wamsley et une amie du couple, Marcella Bennett, qui tient dans ses bras sa petite fille Tina, rendent visite aux Thomas. Malheureusement, ce soir-là, les Thomas ne sont pas là. Pendant un instant, les visiteurs s'entretiennent avec leur adolescent, puis retournent à la voiture. Soudain, ils voient se dresser derrière le véhicule une immense silhouette, celle d'une créature de 2 mètres de haut, pourvue d'yeux rouges luisants et terrifiants. Marcella est si effrayée qu'elle en laisse tomber son bébé dans l'herbe, heureusement sans mal. Raymond Wamsley reprend la petite Tina, agrippe les 2 femmes et les force à le suivre jusqu'à la maison des Thomas, où ils trouvent refuge. Comme il arrive souvent, les journalistes qui venaient faire des reportages sur ces événements voulaient des explications. Ils ont donc fait appel à un zoologiste de l'université locale et lui ont demandé ce que ça pouvait être. Et le zoologiste leur a répondu qu'il croyait que les gens apercevaient une grue des sables. Les gens avec qui je me suis personnellement entretenu, dont quelques-uns étaient des témoins oculaires, ont été estomaqués par le fait que les gens croyaient qu'ils avaient eu affaire à une grue des sables, parce que leur description était plus proche de celle d'une créature de type humanoïde, bâtie comme un homme, marchant comme un homme, avec des ailes et des yeux rouges. Et ils étaient plutôt humiliés,
que les gens leur disent qu'il s'agissait simplement d'une grue des sables. Je crois que cela insultait leur intelligence. Ils m'ont personnellement raconté qu'ils avaient déjà vu des grues des sables avant et que ce n'était pas ce qu'ils avaient vu ce soir-là sur le site de TNT. Et dans cette extraordinaire saga, on ne parle pas que de l'homme phalène. Beaucoup racontent aussi avoir observé des ovnis. Quelques semaines plus tard, ce sont des soucoupes volantes qui sont arrivées. Et je ne sais pas combien il y en avait, mais elles étaient très basses. Elles sont arrivées avec 3 hommes en noir. Ces étranges personnages, tous de noir vêtus, arrivent un bon matin à Point Pleasant. Ils se déplacent presque toujours en groupe de 3 et conduisent de vieilles Cadillac. On les croise un peu partout en ville. Ils observent, prennent des notes, mais ne s'adressent jamais à personne. Sauf pour commander un café ou leur petit déjeuner au resto du coin. Sans trop savoir ce qu'ils veulent, les habitants de Point Pleasant s'habituent à leur présence. Ils sont à leur affaire et ne dérangent personne. Pour beaucoup, ces hommes en noir doivent être des agents à la solde du gouvernement. À partir du moment où on a observé les Mothman et les ovnis, plusieurs des témoins ont parlé de ces hommes étranges, habillés en noir, portant lunettes noires et chapeaux, qui venaient à leur domicile ou dans leur commerce, leur demandant pourquoi ils avaient relayé ces informations aux journaux ou aux médias. Ils avaient l'air assez mécontents que ces gens, ces témoins, aient raconté leur histoire. Et quelques-uns de ces témoins se sont tus, refusant de parler aux reporters, aux rédacteurs ou aux enquêteurs. Et même certaines personnes qui n'avaient pas observé le Mothman ont été prévenues de se tenir loin de là et ont reçu la visite des hommes en noir. Maintenant, les hommes en noir sont apparus bien avant ces événements, vers les années 1955, lorsque Albert Bender, un enquêteur de soucoupe volante, s'est fait dire de cesser ses enquêtes par des hommes portant costume noir, chapeau noir et conduisant une Cadillac noire. Ils lui ont dit de cesser ses enquêtes parce qu'il s'approchait de trop près. Et de fait, il a été assez intimidé qu'il a cessé ses enquêtes. Dans l'année qui suit, ce sont des dizaines d'apparitions du Mothman qui sont rapportées. Quand j'étais jeune enfant, vers l'âge de 8 ou 9 ans, j'ai aperçu ce que j'ai cru à l'époque être un homme en costume de plongeur. Il avait des ailes. Il se tenait entre la voie ferrée et la rivière, et il était simplement là, debout, avec ses grands yeux rouges. Jusqu'à aujourd'hui, mes parents n'ont jamais discuté de ça avec moi. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont cru voir, mais ils ne parlaient pas du Mothman, et c'est assez habituel chez les gens de la région. Durant pratiquement 2 années consécutives, il y a eu plus d'une centaine d'observations rapportées, et probablement une autre centaine qui n'ont pas été rapportées officiellement, parce que les gens craignaient qu'on se moque d'eux, qu'on les traite de fous. À défaut du Mothman, d'autres résidents de Point Pleasant et des environs reçoivent des coups de téléphone bizarres. Il n'y a jamais personne à l'autre bout du fil, seulement une espèce de modulation étrange. Il y avait cette femme, dont je ne peux me rappeler le nom, qui était l'éditrice du Point Pleasant Register. Elle avait écrit sur les hommes en noir. Et ils sont venus chez elle. Ils sont venus pour lui dire de ne rien écrire à leur sujet. Et 2 jours plus tard, elle est morte. Tout s'articule comme si Point Pleasant s'était transformé en un microcosme de l'étrange. Comme si la ville était devenue le laboratoire de quelque intelligence supérieure. En association avec le Mothman, il y a eu des contacts très inhabituels, où certains enquêteurs ont commencé à recevoir des coups de téléphone d'une créature nommée Ingrid Colt. Elle les prévenait de cesser leurs enquêtes. N'enquêtez plus sur le sujet, vous êtes trop près. Qui essayait de les effrayer. Ils étaient harassés par d'étranges apparitions, à la même époque où on observait le Mothman.
Quelque chose va arriver. Quelque chose doit arriver. Les gens le savent, les gens le sentent. La légende du Mothman s'est progressivement transformée en un concept où il est annonciateur de danger. Cela s'est produit suite à l'effondrement du pont de Point Pleasant en 1967. Le 15 décembre 1967, environ 13 mois suivant la première observation du Mothman, le pont Silver Bridge, qui enjambe la rivière Ohio entre Point Pleasant et Canoga, dans l'Ohio, s'est effondré dans la rivière vers 17 heures, provoquant la mort de 46 personnes. En ce qui a trait au pont, ce fut le pire désastre de l'histoire américaine. Des témoins raconteront avoir aperçu une mystérieuse créature ailée sur le pont quelques instants avant le drame. Officiellement, la tragédie sera attribuée à la rupture de les câbles de soutien. Certaines personnes ont eu l'impression que l'activité simultanée des soucoupes volantes, du Mothman et des hommes en noir avait une sorte de connexion avec la tragédie. Parce qu'une fois le pont effondré, la plupart des observations ont cessé. Les apparitions du Mothman se font plus rares et cessent. Les hommes en noir retournent chez eux et les mystérieux coups de téléphone s'arrêtent. Faut-il y voir un lien? Les étranges événements survenus dans la région de Point Pleasant durant ces 13 mois ont fait l'objet des plus folles spéculations. John Keel était un journaliste et un écrivain qui vivait à New York. C'était un écrivain indépendant qui voyageait à travers le pays pour enquêter sur les observations étranges, comme les ovnis ou les phénomènes paranormaux. Il était au Kentucky lorsque les premières observations du Mothman ont été rapportées sur le fil de presse de l'agence AP. Il est immédiatement venu à Point Pleasant, puisque c'était sur le chemin de son retour vers New York, et il est resté ici. Durant 2 ans, il a fait l'aller-retour New York-Point Pleasant, et il a rédigé une chronique couvrant toutes les observations, les rencontres avec les ovnis, le Mothman, les hommes en noir. Il a rassemblé ses écrits dans un livre, The Mothman Prophecies, qui est devenu la publication de référence pour quiconque s'intéresse au Mothman. Dans son scénario, développé dans un livre à succès, The Mothman Prophecies, la prophétie des ombres, Keel fait du Mothman une espèce d'oiseau de malheur. Dans la mesure où le Mothman est présenté comme un messager de malheur et de désastre, le film The Mothman Prophecies est une véritable trahison de ce message. La chose que j'ai remarquée et qui est vraiment troublante, c'est qu'à Hollywood, on a parlé pendant plusieurs années du mauvais sort de Poltergeist, en ce sens que plusieurs personnes seraient mortes suite à leur rôle dans le film. Mais en observant la chose de près, il n'y a que 4 personnes ayant joué dans le film Poltergeist qui sont décédées de manière étrange. Après la sortie de la prophétie du Mothman, je me suis rendu compte que je pouvais facilement dresser une liste d'environ 40 personnes liées de près à la production du film qui étaient mortes. Alors je ne sais pas si c'est lié au côté sombre de la psychologie du Mothman, mais il y a un mauvais sort bien réel. Quelque chose de négatif et de démoniaque à propos du Mothman après l'apparition du livre de John Keel, qui est authentiquement associé au Mothman. Conjuguer l'angoisse et l'imagination peut enfanter des monstres, des créatures chimériques. Pourtant, pour certains, elles sont là. S'agit-il de canulars ou d'une méprise avec des animaux connus? Mais quel animal pourrait être confondu à un hybride de kangourou et de gargouille? Une chimère assoiffée de sang, comme celle aperçue en 1977 au Massachusetts. La petite Volkswagen roule à la sortie de Dover. William Bartlett et ses 2 amis Mark Mazoka et Andy Brody écoutent de la musique à tue-tête. Arrivé près de Palm Street, Bartlett amorce un virage serré. C'est en exécutant sa manœuvre qu'il aperçoit, éclairé par les phares de sa voiture, une créature des plus bizarres. La créature ne reste visible que 5 ou 6 secondes, mais Bill Bartlett jure à ses amis qu'il l'a bien vue. Il n'oubliera jamais sa rencontre avec le démon de Dover. Dover est une petite ville d'à peine 5000 citoyens, située à 25 km au sud de Boston,
dans le comté de Norfolk. C'est une petite communauté rurale typique de la Nouvelle-Angleterre. La première observation du démon de Dover s'est produite le 21 avril 1977 à 22h30, lorsqu'un individu nommé Bill Bartlett conduisait sa Volkswagen sur Farm Street. Il y avait 3 autres personnes dans la voiture qui n'ont pas remarqué ce qu'il a vu. C'est lui qui conduisait, qui regardait devant et qui a aperçu dans la lumière des phares une créature perchée sur un muret de pierre. Il l'a décrite comme ayant une grosse tête ovoïde qui se déplaçait difficilement en s'appuyant sur 3 orteils et 3 doigts. Elle avait un très petit corps et 2 yeux d'où émanait une lueur orange ou rouge, ou orange et rouge. De retour chez lui, il s'est immédiatement installé à son bureau et a entrepris de dessiner la créature. 2 heures plus tard, John Baxter quittait le domicile de son ami de cœur à environ 1 mile de l'endroit où Bill Bartlett avait eu sa vision. Et subitement, au milieu de la route, une petite route rurale, il a aperçu une personne qu'il a prise pour un écolier. Selon sa description, comme l'écolier avait une grosse tête, il a cru que c'était MJ. Et il s'est mis à crier « MJ, est-ce que c'est toi ?» En s'approchant, il aperçoit subitement une créature qu'il décrira comme un gros 8, c'est-à-dire une grosse tête ronde et un gros corps rond avec des doigts et des jambes fuselées qui s'enfuit dans les bois puis disparaît. Arrivé chez lui, l'adolescent se confie à sa mère. Il lui dessine tant bien que mal la créature. À ce moment-là, le jeune Baxter ignore tout de l'observation de Bill Bartlett. Il ne l'apprendra que 5 jours plus tard. Pourtant, les dessins des 2 adolescents sont tout à fait identiques. Le lendemain soir, le 22 avril 1977, Will Tanter, 18 ans, un copain de Bill Bartlett, roule en compagnie d'Abby Brabham, 15 ans. Le lendemain soir, Abby Brabham et son ami Will sont en voiture. Et ils aperçoivent quelque chose qu'ils sont incapables d'identifier. Ils n'ont pas pu observer la chose aussi bien que Bill Bartlett et John Baxter, mais eux aussi ont aperçu une créature aux environs de minuit, donc 26 heures après la première observation par Bill Bartlett. Le lundi suivant, 25 avril, Bill Bartlett se confie à son professeur de sciences, Robert Linton, lequel est impressionné par le ton de sincérité de l'adolescent. À l'époque des événements, le cryptozoologue Loren Coleman s'intéresse à ces étranges apparitions. Ce qui s'est passé, c'est qu'à cette époque, je travaillais dans une école spécialisée pour les garçons ayant des troubles émotionnels, juste de l'autre côté de la rivière Charles et du comté de Dover, au Massachusetts. Régulièrement, lors de mes journées de congé, je fréquentais un magasin nommé le Dover Country Store. Je me trouvais être là-bas le 28 avril, lorsque j'ai remarqué, derrière la caissière, Melody Fryer, un dessin qui était l'une des esquisses réalisées par Bill Bartlett de ce que, j'allais l'apprendre plus tard, on appelait le démon de Dover. Et j'ai demandé qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Et elle m'a raconté ce qu'elle savait, à savoir que cette personne, un habitant des lieux, avait aperçu cette créature. Je lui ai demandé si je pouvais avoir son numéro de téléphone. Je l'ai joint rapidement, je l'ai rencontré et j'ai interviewé tous les témoins oculaires. Loren était un type brillant. Quand il a entendu parler de cette déclaration, il s'est rendu là-bas avec son expertise de cryptozoologue et s'est fait accompagner par 2 personnes qui avaient une expérience d'enquêteur sur les observations d'ovnis et de créatures extraterrestres. Parce que ce truc ne cadrait certainement pas avec le champ de la cryptozoologie. Le père de Bill Bartlett témoigne que son fils était très agité à son arrivée à la maison. Il n'a jamais eu le moindre doute quant à l'authenticité de son témoignage. Les familles de tous ces témoins oculaires les appuyaient complètement. Elles n'avaient aucune idée sur la créature, elles ne savaient pas ce que leur fille ou leur fils avait vu et n'émettaient aucune hypothèse sur la chose, mais elles endossaient totalement la crédibilité des individus. Mike Mazoka et Andy Brody, qui accompagnaient Bill Bartlett au moment de l'observation, déclarent aussi que leur ami paraissait réellement effrayé. Même s'ils ne l'ont pas vu eux-mêmes, ils se disent persuadés que le démon était quelque chose de bien réel.
le jeune John Baxter a également l'appui de son entourage. Malgré cette unanimité, le doute subsiste chez les enquêteurs. Certains enquêteurs se demandaient s'ils n'essayaient pas simplement de copier Bartlett. Mais le problème est que ces individus n'avaient pas communiqué l'un avec l'autre. Ils ne connaissaient pas la version de l'autre et ne l'ont apprise que plus tard, après la visite des enquêteurs et les articles dans les médias. Comme les observations s'étaient déroulées durant une semaine de congé scolaire, ils n'étaient même pas à l'école ensemble. À l'école secondaire de Dover, fréquentée par Bill Bartlett et John Baxter, le sentiment des figures d'autorité est plus mitigé. Richard Wakely, le directeur de l'établissement, ne croit pas les deux garçons capables d'échafauder une telle supercherie. Ce ne sont pas des faiseurs de troubles, non, ce sont de simples étudiants comme tous les autres, ajoute-t-il. Une opinion qui n'est pas partagée par tout le corps enseignant. Le seul commentaire sceptique dont nous ayons été témoins provenait d'un professeur d'art plastique qui semblait jaloux du talent de Bill Bartlett, lequel était sur le point d'émerger. Deux institutrices disent de Bartlett qu'il est au contraire le genre d'adolescent à monter ce type de canular. Les deux enseignantes l'accusent aussi de fréquenter les éléments les plus douteux de l'établissement scolaire, ajoutant l'avoir vu à maintes reprises en compagnie de John Baxter dans les corridors de l'école. Selon eux, Bartlett n'a aucun intérêt pour les matières académiques, sauf pour les arts, domaine où il fait preuve d'un extraordinaire talent. Il croit d'ailleurs que son désir d'être reconnu comme artiste est peut-être sa motivation dans cette affaire. Il n'y a absolument aucun indice qui laisse croire qu'il recherchait ce genre de publicité. Plusieurs d'entre eux, comme Bill Bartlett, étaient assez mécontents de cette publicité. Et c'est une impression qui m'a frappé dès le début. Dans une affaire comme celle du démon de Dover, la première hypothèse de travail est celle d'une confusion avec un animal connu. Dans cette perspective, les enquêteurs suivent plusieurs avenues. Quand nous avons commencé à enquêter sur le démon de Dover, nous avons préalablement éliminé tous les animaux qui auraient pu être des candidats plausibles. Tout d'abord, parce que nous sommes dans une région où il y a beaucoup de chevaux, nous nous sommes demandé, aurions-nous affaire à un cheval nouveau-né? D'abord, c'était le mauvais moment de l'année. Ensuite, nous avons comparé des photos de jeunes chevaux et aucune d'entre elles ne coïncidait. La deuxième hypothèse a été celle du raton laveur, puis celle d'un singe en fuite, et finalement tout ce qui pouvait se rapprocher. Nous avons épluché tous les rapports de police, tous les rapports d'animaux disparus, et absolument rien ne coïncidait. Tous les témoins ont été unanimes à dire que la créature était sans poils, et n'avait ni nez, et encore moins un museau, ni bouche, ni oreille, ni queue. Un canular alors. Dans la petite communauté de Dover, le sentiment général est plutôt favorable aux adolescents. Le chef de la police municipale, Carl Sheridan, décrit Bartlett comme un artiste et un témoin crédible. L'un des témoins les plus positifs concernant la crédibilité des adolescents fut le chef de police de Dover. Il les connaissait tous et il avait la conviction qu'ils ne mentaient pas. Même si l'hypothèse de la supercherie ne peut jamais être tout à fait écartée, les enquêteurs ne trouvent aucun motif pour justifier une telle arnaque. Plus de 30 ans se sont écoulés depuis ces événements. 3 décennies qui ont fait passer le démon de Dover d'un amusant fait divers à une véritable référence folklorique. Aujourd'hui, c'est devenu un personnage de bande dessinée, des petites figurines au Japon. Et même la Société historique de Dover, qui avait toujours cherché à se distancier des premiers témoignages, vend aujourd'hui un T-shirt à l'effigie du démon de Dover. Et la société fait de l'argent avec celui-ci. Quant aux principaux témoins, aujourd'hui des adultes d'âge moyen, ils se sont fondus dans l'anonymat. C'est devenu un cas célèbre, mais chacun des 4 jeunes a vécu une vie différente. Ils se sont éloignés de la science-fiction.
Bill Bartlett est un artiste peintre reconnu qui fait des tableaux hyper réalistes inspirés de la nature. Quant à John Baxter, Will et Abby Braben, on n'entend plus jamais parler d'eux. C'est comme s'ils étaient disparus, fondus dans l'histoire. Le démon de Dover les avait rendus célèbres et il semble satisfait de ça. Quelle était donc la nature de cette mystérieuse créature? Le démon de Dover est un dossier dans lequel je me suis beaucoup impliqué. J'ai eu la chance d'être présent avant qu'il ne soit contaminé par les médias ou par des répétitions excessives. Je me sens profondément connecté avec l'histoire du démon de Dover. Mais c'est également un dossier à propos duquel j'ai toujours eu la prudence de dire « je ne sais pas ». L'affaire du démon de Dover est frustrante, en ce sens qu'elle ne nous permet pas, en toute objectivité, de trancher entre la certitude et le doute. Mais si vous songez à aller vous balader dans les forêts de la Nouvelle-Angleterre, ne partez pas sans votre appareil photo. Qui sait ce que vous pourriez rencontrer au détour d'un arbre? Au chapitre de la peur, le cinéma a démontré que même un enfant peut faire très peur. Il suffit de le doter d'une caractéristique qui défie notre logique. En ufologie, l'histoire incroyable d'une famille de fermiers du Kentucky va en 1955 changer l'image de ce à quoi doit ressembler un vrai monstre venu de l'espace. Les dimanches soirs sont plutôt ennuyants au bureau du shérif d'Hopkinsville. Mis à part l'appel routinier de Madame Talon pour se plaindre que le chien du voisin a encore uriné sur ses fleurs, rien de bien excitant. L'arrivée d'une camionnette devant la porte à cette heure tardive le surprend. Une demi-douzaine de personnes, une famille de fermiers de Kelly, une ville voisine envahit son bureau. À la tête de cet ordre improvisé, Elmer Sutton tente d'expliquer leurs problèmes. Mais avec frénésie, tous les autres membres de la famille parlent en même temps. Tout ce que comprend le shérif Greenwell, c'est que ces gens affirment le plus sérieusement du monde qu'ils ont été attaqués par des petits lutins. Le shérif est stupéfait. Tandis que toute sa ville dort paisiblement, voilà que des lutins psychopathes auraient envahi une ferme de Kelly. De quoi regretter le train-train quotidien. Hopkinsville, au Kentucky, n'a pas beaucoup changé depuis 1955. Les magnifiques bâtiments historiques du centre-ville, qui autrefois étaient animés par des commerces prospères, ont perdu de leur lustre. Plusieurs sont maintenant vacants, donnant au quartier commercial des airs de ville fantôme. Rien n'y témoigne de la frénésie médiatique qui a bousculé la vie de ces citoyens en 1955. À la fin de l'été de cette année-là, la télévision, la radio et les journaux de l'Amérique ont envahi la place pour couvrir un fait divers étonnant. Probablement le plus étrange et le plus incroyable de cette décennie. À l'époque, les médias américains n'avaient d'intérêt que pour l'espace et les objets volants non identifiés. Au cœur de cette controverse, un couple de fermiers, Elmer Sutton et son épouse Vera. Mon père, Elmer Lucky Sutton, il avait hérité de ce surnom de Lucky parce qu'il était chanceux. Il a vécu beaucoup d'adversités dans sa vie. Il a quitté la maison durant le carnaval à l'âge de 14 ans. À l'époque, la femme de son père, Vera, était un peu plus âgée que lui. Mais ils avaient du plaisir ensemble, de vrais adolescents. Ils avaient monté un spectacle tous les deux, où mon père lançait des couteaux dans sa direction. Accrochés à une planche, les couteaux venaient se planter tout autour d'elle. De quoi donner la chair de poule. Pourquoi ils faisaient ça, je n'en sais rien, mais ils l'ont fait. Ils étaient comme ça. Croquis à l'appui, le couple Sutton, leur ami Billy Ray, son épouse et leur enfant, ont affirmé avoir été attaqués par des nains aux yeux jaunâtres, avec de grandes oreilles pointues et marchant portant leurs bras levés au-dessus de leur tête, comme si on les dévalisait, diront plus tard la famille. La presse à sensation titra « Extraterrestre,
venu de l'espace. La rencontre Kelly Hopkinsville en 1955 est vraiment une histoire fascinante. La maison était pleine. Nous formions une famille de 14 personnes. Il y avait mon père, ma grand-mère, mes oncles. Nous étions 14 dans la maison ce soir-là. Le 21 août 1955, vers 19h, Billy Ray Taylor sort chercher de l'eau au puits. Levant les yeux, il aperçoit une lumière étrange qui tombe dans un ravin. Étonné, il se précipite à la ferme des Sutton pour raconter son histoire. Il ne savait pas ce que c'était. Il est rentré dans la maison et a raconté ça à tout le monde. Je croyais qu'il essayait de nous faire une blague, parce qu'il était assez habile à ce jeu. Désintéressé, Elmer jette un œil à la fenêtre. Mais il insistait, il ne lâchait pas. Mais comme toute la maisonnée s'apprête à desservir la table pour y jouer une partie de cartes, la lumière de Billy, que tous croient n'être qu'une étoile filante, est vite oubliée dans le brouhaha. On se contentait tout simplement de profiter de la soirée. Les hommes jouaient aux cartes, les femmes avaient préparé le souper et rangé la table, les enfants jouaient ensemble, et c'était tout simplement une soirée calme et paisible ce soir-là. Une heure plus tard, le chien se met à aboyer. Intrigués, Billy Ray et Elmer Sutton décident d'aller voir ce qui se passe. Alors mon père s'est levé et a dit « Viens me montrer ce que tu as vu ». Et ils se sont rendus près du puits. Billy Ray a pointé le ciel en lui décrivant ce qu'il avait vu. Mon père lui a dit que ça devait être une étoile filante ou une pluie météorite, parce qu'il y avait beaucoup de météorites ce mois-là. Et il a répondu « Non, non, Loki », parce que le surnom de mon père était Loki. « Non, Loki, ce n'était ni l'un ni l'autre. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. » Alors ils sont revenus vers la maison et comme ils allaient rentrer, ils ont aperçu quelque chose qui sortait du bois. Quelque chose qui mesurait environ 1 mètre, 1 mètre et demi. Ils se sont précipités dans la maison et ont annoncé à tout le monde « Il y a quelque chose, mais on ne peut pas expliquer ce que c'est. » C'est là que ma grand-mère s'est dit que pendant qu'ils étaient dehors, les 2 gars avaient échafaudé toute cette histoire pour faire peur aux filles. Alors on leur a dit d'arrêter parce qu'ils faisaient peur aux enfants. Il y avait plusieurs enfants dans la maison et mon père a répondu « Non maman, il y a vraiment quelque chose, je suis honnête. » Ma grand-mère a compris qu'ils étaient vraiment sérieux quand mon oncle et mon père ont attrapé le fusil et la carabine et se sont dirigés vers la porte pour faire le guet. Pas longtemps après, ils sont sortis et les coups de feu ont commencé. Un vrai western. Sur le porche, Elmer tire sur un lutin qui bondit du toit de la galerie pour s'enfuir dans la cour. Le bruit de l'impact des balles leur donne l'impression qu'ils tirent sur des seaux en métal vide. Alors ils ont commencé à avoir vraiment peur, parce que peu importe ce que c'était, ça ne partait pas. La carabine et le fusil ne leur faisaient absolument rien. À chaque fois qu'ils en tiraient un, ils tombaient, je roulais et ils revenaient. Ils n'arrivaient à rien. S'engage alors une bataille digne des meilleurs westerns d'Hollywood. Il y a des créatures partout. Ils les tiraient dans les arbres, sur la clôture, dans les fenêtres, sur les corniches, dans les portes, parce qu'ils étaient partout. Cette chasse aux monstres va durer des heures. Barricadés dans leur maison, les Sutton continuent de canarder ces gnomes qui se baladent main en l'air comme si de rien n'était tout autour de leur ferme. Tout ce que mon père disait, c'est qu'il fallait arrêter de tirer et attendre de voir ce qui allait se passer. Alors nous sommes restés calmes et nous les avons entendus marcher sur le toit. La famille était terrifiée. Tout le monde avait l'impression d'être la cible d'une attaque très sérieuse. Ils ne savaient plus que faire. Durant plus de 3 heures, ils allaient sortir la tête, apercevoir une créature et rentrer à l'intérieur. Finalement, ne pouvant plus supporter la situation plus longtemps, ils ont profité d'une accalmie pour se précipiter vers une voiture dans laquelle ils se sont tous entassés pour se rendre au poste de police à quelques milles de là, à Hopkinsville. Ils n'ont pas regardé derrière. Ils ont foncé droit devant. À Hopkinsville, il y avait un officier en service. Nous avons tous couru à l'intérieur et le shérif a levé la tête en demandant « Que se passe-t-il »
Et comme tout le monde parlait en même temps, il a compris, c'est de l'hystérie. À prime abord, ce que comprend le shérif Greenwell, c'est que ces fermiers ont été envahis par une nuée d'insectes géants. Aucun des adultes ne semble ivre, mais tous semblent vraiment paniqués. Selon leur description, ces êtres ressemblent à des lutins. Ils ont expliqué à l'officier de police ce qui leur était arrivé. Et l'officier a constaté qu'ils tremblaient tous, qu'ils étaient vraiment très secoués. Ils ne semblaient pas mentir et avaient l'air vraiment terrifiés par ce qu'ils avaient vu. Le shérif ne savait pas quoi penser. Tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est d'appeler le chef de police. Alors, il l'a appelé, lui a raconté ce qui se passait et lui a dit « Appelle Medicineville, appelle Evansville, appelle Fort Campbell, appelle tous ceux que tu peux rejoindre qui pourraient nous aider là-bas. » C'est ce qu'il a fait, il a dit « Je vais vous rejoindre. » Tout le monde retourne à la ferme des Sutton. Le temps qu'il arrive, tout le monde était déjà là. Les journalistes, la radio, tout le monde était là. Les gens de Fort Campbell, qui est une base militaire voisine de Hopkinsville, ils étaient là. Tout le monde en avait entendu parler. C'était tellement rapide. Tout le monde est arrivé. Ils ont fouillé la place. Ils n'ont pu trouver quoi que ce soit. Bien sûr, il y avait des traces de ce qui s'était passé. Il y avait des douilles de projectiles de carabines et de fusils, partout dans la maison et sur le sol. Il était évident qu'il y avait eu une fusillade. Mais pas de cadavre, pas de sang, rien ne pouvant démontrer que quelque chose avait été touché. Alors ils se sont dit, il n'y a rien ici, retournons chez nous. Tout le monde est reparti, mon père, ma grand-mère et tout le monde a essayé de se calmer et de dormir. Tout le monde était épuisé mentalement et physiquement. Les enfants étaient terrorisés. Et tout a recommencé. Ils sont revenus. Au beau milieu de la nuit, Glennie Langford, la mère de Loki, en surprend un à sa fenêtre. La nuit de cette rencontre, mon père, qui était, si on peut dire, l'homme de la maison, puisque ma grand-mère était veuve, a pris les choses en main cette nuit-là. Il aboya des ordres comme cache les enfants, amener les femmes et les enfants dans la chambre arrière, charger les fusils. Tout ce qu'il y avait à faire, c'est lui qui lançait les ordres. Et il était comme ça. Et cette bataille à coups de fusil a duré toute la nuit. Le lendemain de ces événements, les Sutton sont interviewés par Bud Ledwith, un annonceur de la radio WAP d'Hopkinsville. Ils racontent en détail leur terrifiante rencontre et fournissent en dessin des mystérieuses créatures. Dans les jours qui suivent, cette histoire de fermiers aux prises avec des créatures d'un autre monde est relayée d'un bout à l'autre du pays. Les Sutton se retrouvent au centre d'un cirque médiatique. Leur histoire est colportée, travestie et transformée. Certains reporters, avides de sensations fortes, iront même jusqu'à parler de petits hommes verts lumineux avec des yeux de rayons laser. Qu'est-ce que c'était? On ne le sait pas. Des extraterrestres? Probablement. C'est là-dessus que le consensus est fait. Et c'est ainsi que nous avons la légende de Kelly Hopkinsville. Même si dans le récit des Sutton, il n'a jamais été question d'extraterrestres, avec les années, l'aventure de la famille Sutton est devenue un classique dans l'histoire des ovnis, inspirant même Hollywood. L'affaire n'a jamais été expliquée. Je crois que la raison pour laquelle un tel cas peut être considéré comme un canular, c'est qu'il est tellement bizarre, tellement inusité. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Une telle chose ne peut pas vraiment exister. C'est pourquoi certains ont suggéré qu'ils avaient inventé cette histoire en famille. Et c'est un fait qu'au fil des années, ils se sont toujours tenus. Aucun n'a dit « Je pourrais vous dire un secret à propos de ma famille, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. » Non, rien de tel. Ils s'en sont tenus à leur histoire. Ils se sont tenus les uns les autres. Et à ce jour, on ne sait toujours pas avec certitude ce qui s'est réellement passé à Kelly Hopkinsville. Le mot monstre vient du latin monstrum, qui signifie montrer pour désigner des êtres difformes que l'on paradait comme des bêtes de cirque. Il y a vraiment quelque chose de révélant dans les monstres. Ils nous font peur parce qu'ils sont différents.
Il nous montre à quel point notre univers peut être imprévisible. Et que ce que nous jugeons difforme ne l'est peut-être pas.